C'est votre dernière chance, siffla-t-il, sa voix basse et menaçante. Acceptez cet accord, ou je vous garantis personnellement que l'addition sera beaucoup plus salée. C'est clair? Un silence glacial tomba sur le hall. Lentement, la femme leva la tête. Et tout changea. Son dos, auparavant légèrement voûté, se redressa d'un coup. La confusion feinte dans ses yeux s'évanouit, remplacée par une lueur d'acier, une autorité froide et absolue. Sa voix, quand elle parla, n'était plus hésitante, mais tranchante comme être une supplique, mais le début de la chute de leur monde. Deux agents de sécurité du tribunal se moquaient d'une femme d'origine nord-africaine, lui jetant des regards chargés d'un mépris à peine voilé, sans se douter un seul instant qu'elle était en réalité le docteur Kenza Malek, une enquêtrice de haut vol mandatée par le défenseur des droits pour les exposer. Le hall du palais de justice de Lyon était un lieu écrasant, conçu pour inspirer le respect et la crainte. Ses plafonds voûtés, ses colonnes de marbre froid et le silence solennel, seulement brisé par l'écho des pas sur le sol en damier, auraient dû symboliser la majesté impartiale de la loi. Mais pour Kenza Malek, opérant sous le pseudonyme de Lina Benani, cette grandeur ne faisait que rendre plus amère la mesquinerie des hommes qui y travaillaient. Elle portait un trench coat beige ordinaire par-dessus un jean et des chaussures plates, un sac en bandoulière sans marque contenant seulement un portefeuille, son téléphone et un petit carnet. Rien en elle ne devait trahir sa véritable identité, son doctorat en sociologie, ni les années passées à disséquer les mécanismes de la discrimination systémique. Aujourd'hui, elle n'était pas une théoricienne. Elle était le sujet de sa propre expérience, un appât volontaire dans les eaux troubles du préjugé ordinaire. Elle s'avança vers le portique de sécurité, où Gérard et Luc régnaient en maître sur leur petit fief de métal et de plastique. Gérard, la cinquantaine bedonnante, était affalé sur sa chaise avec l'air las de celui pour qui chaque citoyen est un suspect potentiel. Luc, plus jeune, plus mince, compensait son manque d'autorité par un zèle moqueur. « Papier, s'il vous plaît », lança Gérard, sans même lever les yeux de son journal sportif. Kenza tendit sa convocation. Le motif était une fiction juridique montée avec l'aide des plus hautes instances. Outrage à agent sur la voie publique. Une accusation vague, souvent utilisée, et parfaite pour tester les réactions du système. Gérard prit le papier entre deux doigts, comme s'il était souillé. « Ah, encore une pour outrage », murmura-t-il à son collègue, assez fort pour que Kenza et les trois personnes derrière elle entendent. Elles n'apprennent jamais à tenir leur langue. Luc ricana. C'est quand elles ouvrent la bouche que les problèmes commencent. Allez, le sac sur le tapis, et enlevez votre veste. Kenza obéit sans un mot, le cœur battant non pas de peur, mais d'une colère froide et concentrée. Chaque humiliation était une donnée, chaque insulte une preuve. Le stylo discret accroché au col de son chemisier était son arme. Son microphone, d'une sensibilité redoutable, captait le timbre suffisant de leur voix, le raclement de gorge méprisant de Gérard, le petit rire aigu de Luc. Elle sentait leurs yeux sur elle tandis qu'elle passait sous le portique, un examen qui se voulait bien plus personnel que professionnel. Une fois de l'autre côté, elle se dirigea vers le greffe, un long comptoir en bois sombre, derrière lequel trônait Madame Martine. Cheveux gris permanentés, lunettes sévères posées sur le bout de son nez, elle incarnait la bureaucratie française dans ce qu'elle a de plus rigide et de plus décourageant. Elle était en pleine conversation téléphonique personnelle, parlant de la recette d'un clafoutis, et fit un signe impatient à Kenza d'attendre. L'attente dura près de 2 minutes. 2 minutes pendant lesquelles Kenza resta debout, ignorée, tandis que la file s'allongeait derrière elle. Enfin, Madame Martine raccrocha avec un soupir exaspéré, comme si Kenza était responsable de cette interruption. « C'est pourquoi ?» demanda-t-elle d'un ton qui n'invitait à aucune discussion. « Bonjour, madame, je suis convoquée. Lina Benani. »
La greffière tapa le nom sur son clavier avec une lenteur calculée. Benani? Outrage. Ah oui. Vous avez un avocat? Non, madame. Bien sûr, souffla Martine, levant les yeux au ciel. Asseyez-vous là-bas, on vous appellera. Elle désigna d'un geste vague une mer de chaises en plastique dans une salle d'attente bondée et bruyante. Kenza remarqua que l'homme qui la précédait, un quinquagénaire blanc en costume, avait eu droit à un « bonjour monsieur », à un sourire et à des indications précises, données à voix basse et respectueuses. Pour elle, c'était le tutoiement implicite de la condescendance, la familiarité du mépris. Elle alla s'asseoir, choisissant une place d'où elle pourrait observer la scène. C'est là qu'elle vit Monsieur Traoré. C'était un homme d'une soixantaine d'années, d'origine sénégalaise, vêtu d'un boubou impeccable malgré son âge. Il tenait un formulaire à la main, l'air visiblement perdu. Il s'approcha timidement de Luc, qui gardait l'entrée de la salle. « Excusez-moi, jeune homme, je ne comprends pas bien cette case. Faut-il que je signe ici ?» Sa voix était douce, teintée d'un accent chantant. Luc le toisa de haut en bas. « Papy, c'est écrit en français, non? Si tu sais pas lire, fallait pas venir tout seul. Retourne t'asseoir, on va pas te faire un dessin. » Bah. Monsieur Traoré, le visage fermé par l'humiliation, recula sans un mot et retourna à sa place, pliant soigneusement le formulaire qui venait de le condamner à l'invisibilité. Kenza sentit son poing se serrer dans la poche de son trench. La scène était d'une cruauté banale, presque théâtrale. Elle captait tout, le ton narquois de Luc, le ricanement étouffé de Gérard, la dignité blessée de Monsieur Traoré. Non loin de là, près du bureau du greffe, une jeune femme observait aussi la scène. Elle devait avoir à peine 20 ans, avec des yeux vifs et intelligents. C'était Chloé, une stagiaire de l'École nationale de la magistrature. Son visage trahissait un conflit intérieur. Le dégoût pour ce qu'elle venait de voir et la peur de le montrer. Ses yeux croisèrent ceux de Kenza pendant une fraction de seconde, un éclair de reconnaissance silencieuse, de honte partagée. Kenza sut immédiatement que cette jeune femme serait un témoin clé, une conscience au milieu de l'indifférence. 1 heure s'écoula. 1 heure de conversations téléphoniques bruyantes, de gens perdus et de personnel agacé. Finalement, une voix éraillée aboya. « Benani, avocat commis d'office !» Un jeune homme aux cheveux en bataille et aux cernes profonds s'approcha d'elle. C'était Maître Lefebvre. Il sentait le café froid et la surcharge de travail. Il lui fit signe de le suivre dans un coin du couloir où la confidentialité était un concept abstrait. « Bonjour, Maître Lefebvre », dit-il en consultant à peine le dossier qu'il tenait. « Bon, dossier simple, outrage à agent. Le rapport de police dit que vous avez été véhémente. Vous contestez ?»« J'aimerais comprendre la procédure avant toute chose, maître, » répondit Kenza d'une voix posée. Il soupira, un soupir qui en disait long sur son épuisement. « Écoutez, madame, Benani, la procédure, c'est que si vous plaidez non coupable, ça va prendre des mois. Renvoi, audience. Vous allez perdre du temps et de l'argent. Je peux vous négocier une composition pénale. Vous reconnaissez les faits, vous payez une amende de 300 € et votre casier judiciaire reste vierge. C'est votre meilleure option, croyez-moi. J'ai vu ce genre de dossier des centaines de fois. Il n'avait pas cherché à connaître sa version des faits. Il n'avait pas posé une seule question. Il avait déjà rendu son verdict, basé sur un rapport de police et, Kenza en était certaine, sur le nom et l'apparence de sa cliente d'un jour. « Je vous remercie pour votre conseil, maître, » dit-elle avec une politesse désarmante, « mais je pense que je vais me défendre seule. » Maître Lefebvre haussa les épaules, visiblement soulagé de se débarrasser d'un dossier qui risquait de lui demander un effort. « Ou comme vous voulez, bonne chance. »
Il tourna les talons et disparut dans la foule. La conversation tenue à voix haute dans le couloir n'avait pas échappé à Gérard et Luc. « Tu as entendu ça ?» lança Luc à son collègue. « Elle va se défendre toute seule. Elle se prend pour une ténor du barreau, la nouvelle Christiane Taubira. » Ils éclatèrent d'un rire gras et méprisant. Kenza retourna s'asseoir, impassible en apparence, mais bouillonnant à l'intérieur. Son regard croisa alors celui de Maître Dubois, le procureur qui supervisait les audiences de la matinée. Il était l'antithèse de Maître Lefebvre. Costume sur mesure, montre de luxe au poignet, un air de confiance prédatrice. Il la dévisagea, la vit seule, sans avocat, et un petit sourire suffisant se dessina sur ses lèvres. Il se pencha vers un assesseur. « La prévenue là-bas, dossier Benani », dit-il à voix basse, mais pas assez pour que le micro de Kenza ne le capte pas. « Note-le comme un dossier rapide. Elle acceptera n'importe quoi pourvu qu'on en finisse. Ça devrait être réglé en 5 minutes. » Kenza baissa les yeux sur son petit carnet où elle faisait semblant de prendre des notes. Elle sentait le poids de tous ces regards sur elle. Le mépris des agents de sécurité, la condescendance de la greffière, l'arrogance du procureur, l'épuisement du système incarné par l'avocat commis d'office et la curiosité inquiète de la jeune stagiaire. Elle était exactement là où elle devait être. Chaque soupir, chaque ricanement, chaque injustice était maintenant une pièce à conviction. Le spectacle ne faisait que commencer. Et ils en étaient les acteurs principaux, sans même le savoir. La journée allait être longue, mais pour la justice, elle serait infiniment utile. Le temps s'étirait, lourd et poisseux, dans la salle d'attente surpeuplée. Chaque minute qui passait était une victoire pour Kenza. L'inaction, l'attente, l'inconfort étaient des outils. Ils usaient des nerfs, faisaient tomber les masques et révélaient la véritable nature d'un système conçu pour décourager les plus vulnérables. Après une nouvelle heure d'attente stérile, elle décida qu'il était temps de passer à la phase active de son plan. Elle se leva et se dirigea de nouveau vers le comptoir du greffe, où Madame Martine triait des dossiers avec une lenteur exaspérante. « Excusez-moi, madame », commença Kenza d'une voix faussement timide. Madame Martine leva la tête, son visage une étude de l'agacement pur. « Encore vous? Je vous ai dit d'attendre. »« Oui, je sais, pardonnez-moi, mais j'essayais de lire ma convocation et il y a des mots que je ne suis pas sûr de comprendre. Par exemple, ici, ça dit « susceptible de poursuite pénale ». Qu'est-ce que ça veut dire, pénale ? La question était si simple, si basique, qu'elle ne pouvait être perçue que de 2 manières, comme le signe d'une ignorance crasse ou comme une provocation. Pour Madame Martine, le choix fut vite fait. Elle poussa un profond soupir de martyr. « Ça veut dire que vous risquez le tribunal, ma petite dame. Le tribunal, la prison, les amendes. Vous comprenez, prison ?» Elle articulait chaque syllabe comme si elle s'adressait à une enfant de 5 ans. Derrière le comptoir, Chloé, la jeune stagiaire, observait la scène. Elle fronça les sourcils. Quelque chose clochait. La femme qui posait la question, Lina Benani, avait une posture et un regard qui ne correspondaient pas à son apparente ignorance. Ses yeux, vifs et perçants, ne ciliaient pas. Ils analysaient. Chloé avait remarqué plutôt la manière dont elle tenait son sac en bandoulière. Bien que simple, il était en cuir de bonne facture, usé juste ce qu'il fallait pour ne pas attirer l'attention. Et son stylo, ce n'était pas un simple stylo publicitaire. C'était un objet élégant, discret, professionnel. « Ah, d'accord, merci », dit Kenza, feignant la confusion. « Et pour l'amende, si je ne peux pas payer tout de suite, est-ce qu'on peut faire un arrangement ?» Cette fois, ce fut Gérard qui s'était approché, attiré par l'échange, qui répondit. « Oh, l'arrangement! La voilà, la question qu'on attendait. Fallait y penser avant de faire la maligne dans la rue, non? L'argent,
Ça ne pousse pas sur les arbres, surtout pas pour payer vos bêtises. Kenza encaissa l'insulte sans broncher. Elle se tourna vers lui. Je demande juste, monsieur, c'est mon droit de savoir, n'est-ce pas? Vos droits, marmonna Luc en les rejoignant. Vous avez surtout le devoir de respecter la loi et les gens qui la représentent. Si vous aviez montré un peu de respect à l'agent de police, vous ne seriez pas là à nous faire perdre notre temps. Chloé sentit un malaise grandir en elle. La conversation devenait ouvertement hostile. Elle jeta un coup d'œil à Maître Dubois, le procureur, qui observait la scène de loin avec un sourire amusé, comme s'il regardait un divertissement avant le plat principal. Kenza retourna s'asseoir, mais son travail de sape continuait. Elle sortit un formulaire de son sac, celui que M. Traoré avait eu tant de mal à comprendre. Elle le fixa pendant de longues minutes, le tournant et le retournant, avant de se relever une troisième fois. Cette fois, elle interpella Luc directement. « Pardon, encore une fois. Pour remplir ça, il faut écrire en lettres majuscules ou… » Luc explosa. « Mais c'est pas vrai. Vous le faites exprès ou quoi? C'est un formulaire, pas une œuvre d'art. Écrivez, c'est tout. Et avec un stylo noir, pas un truc bleu ou vert ou je ne sais quelle autre fantaisie sortie de votre sac. »« Regarde-la, » chuchota Gérard à son collègue. « Elle essaie de nous avoir à l'usure. C'est une technique bien connue. Elles font les idiotes pour qu'on abandonne et qu'on classe leur dossier sans suite. » Pendant ce temps, le regard de Chloé était fixé sur les mains de la prénommée Lina. Quand elle avait sorti le formulaire, Chloé avait aperçu l'intérieur de son sac. Les quelques documents visibles étaient classés dans des pochettes en plastique, avec des onglets. Une organisation méticuleuse, quasi professionnelle. Et maintenant, alors qu'elle faisait semblant de peiner sur le formulaire, Chloé remarqua la fluidité avec laquelle ses doigts tenaient le stylo, la rapidité avec laquelle ses yeux balayaient le jargon juridique avant qu'elle ne lève la tête avec une expression de parfaite perplexité. Non, cette femme ne jouait pas dans la même ligue que les autres prévenus. Elle jouait une toute autre partition. L'impatience de Maître Dubois atteignit son paroxysme. Assez de ce petit jeu. Il s'avança vers Kenza, son dossier à la main, fendant la foule comme un navire brise-glace. « Madame Benani, nous allons arrêter ce cirque, » dit-il d'une voix faussement calme, mais dont la tension était palpable. « J'ai 40 dossiers à traiter aujourd'hui. Je vous propose une dernière fois une composition pénale. C'est une offre généreuse. 250 € d'amende et une signature. Vous acceptez, vous sortez d'ici en 10 minutes. Vous refusez, je demande votre renvoi immédiat devant le juge et je vous garantis que l'addition sera beaucoup plus salée. C'est clair ?» Il se pencha vers elle, envahissant son espace personnel, utilisant sa taille et son statut pour l'intimider. C'était l'erreur qu'elle attendait, le moment de bascule. Un silence se fit autour d'eux. Tous les regards étaient tournés vers cette femme seule, acculée par le représentant de la loi. Gérard et Luc souriaient, savourant la mise au pas. Madame Martine observait avec une satisfaction pincée. Seule Chloé retenait son souffle, sentant que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Kenza leva lentement la tête, et tout changea. Son dos, auparavant légèrement voûté dans une attitude de soumission, se redressa. Ses épaules s'effacèrent, son menton se releva, mais le changement le plus spectaculaire fut dans son regard. La confusion feinte avait disparu, remplacée par une lueur d'acier, une intelligence froide et une autorité absolue. Sa voix, lorsqu'elle parla, n'était plus hésitante. Elle était claire, posée et tranchante comme une lame. « Non, Maître Dubois, ce n'est pas clair du tout. » Le procureur recula d'un pas, surpris par le changement de ton. « Pardon ? Je refuse votre proposition, » continua Kenza, chaque mot pesé et précis. D'une part, parce qu'elle est présentée sous la forme d'une contrainte, ce qui vicie le consentement et la rend nulle au regard de l'article 41.2 du Code de procédure pénale. D'autre part, parce que je ne m'appelle pas Lina Benani. Un silence de cathédrale tomba sur le hall du tribunal. On aurait pu entendre une mouche voler.
Gérard et Luc cessèrent de ricaner, leur visage se figeant dans une expression de stupeur. Kenza plongea la main dans son sac et en sortit un portefeuille. Elle l'ouvrit et en exhiba une carte officielle barrée d'une bande tricolore. « Mon nom est Dr Kenza Malek. Je suis enquêtrice principale, missionnée par le Défenseur des droits dans le cadre d'une opération nationale visant à documenter les pratiques discriminatoires au sein des institutions judiciaires. » Elle posa la carte sur le comptoir du greffe, juste sous le nez de Madame Martine qui devint blême. Le visage de Maître Dubois se décomposa. Il passa de l'arrogance à l'incrédulité, puis à une panique glacée. « C'est une blague? Vous n'avez pas le droit ?» balbutia-t-il. « Si, nous en avons parfaitement le droit, maître. Une autorisation a été signée par le garde des Sceaux lui-même. » Elle se tourna vers Gérard et Luc, dont les mâchoires pendaient. « Et quant à vous, messieurs, votre comportement tout au long de la matinée a été particulièrement instructif. » Elle décrocha alors le stylo de son col. Ce n'était plus un simple instrument d'écriture, c'était une bombe. Tout ce qui a été dit dans ce hall depuis mon arrivée a été enregistré. Chaque commentaire, chaque insulte, chaque abus de pouvoir. Elle appuya sur un petit bouton discret. Et la voix de Gérard emplit le silence. « Encore une pour outrage. Elles n'apprennent jamais à tenir leur langue. » Puis celle de Luc, plus aiguë, plus cruelle. « Papy, c'est écrit en français, non? Si tu sais pas lire, fallait pas venir tout seul. » Puis celle de Madame Martine, sointant la condescendance. « Vous comprenez, prison. » Et enfin, la voix arrogante et menaçante de Maître Dubois. « Je vous garantis que l'addition sera beaucoup plus salée. » Les enregistrements étaient d'une clarté cristalline. Les voix des coupables, résonnant dans le lieu même de leur forfait, les accusaient mieux que n'importe quel discours. Luc devint rouge pivoine. Madame Martine porta la main à sa bouche, horrifiée. Maître Dubois semblait avoir vieilli de 10 ans en 30 secondes. Mais la réaction la plus violente fut celle de Gérard. Il porta la main à sa poitrine, le souffle court, les yeux exorbités. « Je peux plus respirer » haleta-t-il avant de s'affaisser sur sa chaise, le visage gris. Luc se précipita vers lui, criant « Appelez les secours !» Gérard fait une crise. Au milieu du chaos naissant, Kenza Malek se tenait droite, calme, son visage impassible. Elle rangea son stylo enregistreur. L'hameçon était ferré. Le piège s'était refermé. Chloé la regardait, un mélange de crainte et d'admiration sans borne dans les yeux. La justice, la vraie, venait de faire une entrée fracassante au palais de justice de Lyon. La crise cardiaque simulée ou réelle de Gérard fut le catalyseur qui transforma le chaos latent en panique ouverte. Tandis que les secouristes étaient appelés et que Luc s'agitait autour de son collègue effondré, Maître Dubois, ayant recouvré une once de contenance, tenta une contre-attaque juridique désespérée. Il s'approcha de Kenza, la voix tremblante de rage contenue. « C'est une procédure totalement illégale », siffla-t-il. « Une provocation à l'infraction. Vous avez utilisé des méthodes déloyales. Ces enregistrements sont irrecevables devant n'importe quelle cour. Je vais déposer plainte pour atteinte à la vie privée et usurpation d'identité. » Kenza le laissa finir sa tirade, son calme imperturbable agissant comme un puissant anesthésiant sur l'hystérie ambiante. Lorsque le silence se fit, elle sortit de son sac une chemise cartonnée frappée du sceau de la République française. Elle l'ouvrit et la lui tendit. « Lisez ceci, maître, » dit-elle froidement. « C'est le mandat d'opération signé conjointement par le Défenseur des droits et le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice. »
Il autorise spécifiquement le recours à des scénarios de tests situationnels, y compris l'usage d'une identité d'emprunt et de dispositifs d'enregistrement audiovisuel dissimulés. Quant à la provocation, nous n'avons provoqué personne. Nous avons simplement créé une situation. Les paroles, les insultes, les menaces, elles venaient de vous, de votre propre gré. Les mains de Dubois tremblaient si fort qu'il peinait à tenir les documents. Il les parcourut, ses yeux balayant les signatures officielles, les articles de loi cités, les tampons qui scellaient son destin. Son visage passa par toutes les nuances de la défaite. Ce n'était pas un coup de bluff, c'était une opération d'une envergure et d'une légalité terrifiante. Au même moment, le directeur du greffe du tribunal, M. Valéry, un homme à l'allure digne mais visiblement dépassé, arriva sur les lieux, attiré par la commotion. Il vit les secouristes emmener Gérard sur un brancard, Luc en pleurs qui les suivait, et se tourna vers Kenza, qui lui fut présenté par un maître Dubois soudainement muet et soumis. « Docteur Malek, » commença Valéry, la voix tendue, « je ne comprends pas ce qui se passe ici. » Ce qui se passe, monsieur le directeur, c'est que votre tribunal a été sélectionné pour une évaluation en conditions réelles dans le cadre d'une enquête nationale, expliqua Kenza. Et je suis au regret de vous informer que les premiers résultats sont accablants. Elle fit un geste qui englobait le hall. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Permettez-moi de vous montrer l'ampleur du problème. Elle sortit de son sac une tablette fine et la connecta en quelques secondes à un grand écran d'information murale qui, jusqu'alors, affichait des avis sans intérêt. L'écran s'illumina, révélant une carte de France constellée de points rouges. « Lyon n'est pas un cas isolé », annonça-t-elle à l'assemblée de personnel médusé qui s'était formée. En ce moment même, des opérations identiques sont menées à Marseille, à Bobigny, à Lille et à Bordeaux. Nous avons compilé des données pendant plus d'1 an avant de lancer cette phase d'intervention. Des données qui montrent une corrélation directe et troublante entre l'origine ethnique ou sociale d'un justiciable et la qualité du service qui lui est rendu. Elle fit glisser son doigt sur l'écran. Des graphiques apparurent. Temps d'attente moyen avant prise en charge au greffe. 3 minutes pour un nom à consonance française, 11 minutes pour un nom à consonance nord-africaine ou subsaharienne. Taux de proposition d'une composition pénale par le parquet pour une infraction mineure similaire, 45% pour le premier groupe, 42% pour le second. Utilisation du tutoiement ou d'un langage infantilisant par le personnel, augmentation de 300% pour les minorités visibles. Les chiffres étaient brutaux, froids, irréfutables. Ils transformaient les anecdotes humiliantes en une preuve statistique d'une discrimination systémique et profondément ancrée. Madame Martine, qui s'était crue à l'abri, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses propres actions, ses soupirs, ses remarques condescendantes n'étaient plus des gestes isolés d'humeur, mais des points sur un graphique déshonorant. Ces chiffres, ils sont impossibles, balbutia M. Valéry. Non, monsieur, ils sont la vérité, rétorqua Kenza. La vérité que des centaines de plaignants essaient de vous dire depuis des années, mais dont les plaintes sont classées comme des ressentis ou des cas isolés. Aujourd'hui, nous apportons la preuve. C'est à ce moment que Chloé, la jeune stagiaire, s'avança timidement. « Docteur Malek ?» Kenza se tourna vers elle, son expression s'adoucissant légèrement. « Oui ?» Tout au long de la matinée, j'ai vu comment on vous traitait et comment on traitait M. Traoré, et je savais que ce n'était pas juste. Je voulais dire quelque chose, mais je n'ai pas osé. J'ai eu honte. » Kenza lui offrit un rare sourire. « Le simple fait que vous l'ayez vu
et que cela vous ait mise mal à l'aise fait de vous une exception dans ce tribunal, mademoiselle, et cela a été noté. La suite fut rapide, précise et implacable. Une équipe du défenseur des droits arriva moins d'une heure plus tard et installa un bureau de crise dans une salle de conférence. Les conséquences furent immédiates. Luc fut suspendu de ses fonctions avec effet immédiat en attendant une commission de discipline qui déciderait de son avenir dans la fonction publique. Maître Dubois reçut une notification officielle l'informant de la saisine du Conseil de l'Ordre des avocats, une procédure qui mettait sa carrière en péril. Madame Martine fut convoquée pour un entretien qui se solda par une mise à pied et une mutation obligatoire à un poste d'archivage sans contact avec le public. Le rapport de Kenza, cependant, ne se contentait pas de punir. Il proposait. La reconstruction était aussi importante que la chute. Des formations obligatoires sur les biais inconscients et la lutte contre les discriminations furent imposées à l'ensemble du personnel, du juge aux simples agents d'entretien. Un système d'enregistrement audio aléatoire fut installé dans les zones d'accueil avec des écoutes de contrôle régulières. Les statistiques de performance, incluant les délais de traitement par type de dossier, furent désormais affichés publiquement dans le hall pour une transparence totale. Chloé, pour son intégrité et sa lucidité, fut remarquée. Sur la recommandation personnelle de Kenza, elle se vit offrir une place de choix pour son stage de fin d'études au sein même du cabinet du directeur, où elle fut chargée de superviser la mise en place des nouvelles mesures. Un an plus tard, le docteur Kenza Malek revint au palais de justice de Lyon. Pas en secret cette fois. Elle entra par la grande porte, vêtue d'un tailleur sobre et élégant. Le changement était palpable, l'air semblait plus léger, moins chargé de mépris. Le hall était transformé. Des affiches multilingues souhaitaient la bienvenue à tous. Les statistiques mensuelles de performance étaient affichées sur l'écran mural, fièrement, montrant des délais de traitement quasiment identiques pour tous. Elle vit une scène qui aurait été impensable un an auparavant. Une jeune femme voilée, visiblement nerveuse, était au comptoir du greffe. L'employé, une nouvelle recrue, lui expliquait patiemment et avec le sourire les démarches à suivre, utilisant des mots simples, sans la moindre trace de condescendance. Un homme s'approcha alors de Kenza. C'était Gérard. Il avait perdu du poids, ses traits étaient tirés, mais son regard n'avait plus la même arrogance. Il travaillait désormais aux archives, un poste obscur pour un homme qui avait passé 20 ans à parader dans le hall. « Docteur Malek, dit-il d'une voix humble, je voulais juste vous dire merci. » Kenza haussa un sourcil. « Me remercier? Vous m'avez sauvé, avoua-t-il. J'étais un homme aigri, méchant. Je ne m'en rendais même plus compte. L'enquête, la suspension, la formation, ça m'a forcé à me regarder dans une glace. Ce que j'y ai vu m'a fait horreur. Aujourd'hui, je suis un autre homme. Mes enfants me parlent à nouveau. » Plus loin, elle aperçut Chloé qui supervisait maintenant une équipe de jeunes greffiers. Elle la salua d'un signe de tête respectueux et complice. Le système avait changé parce que les gens avaient été forcés de changer. La transformation était réelle, mesurable. Le tribunal de Lyon, autrefois le tribunal de la honte, était devenu un modèle cité en exemple dans toute la France. Alors que Kenza s'apprêtait à partir, son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message crypté de son directeur. « Opération Strasbourg validée, prête pour une nouvelle infiltration. » Elle sourit. Elle regarda une dernière fois le hall animé, ce lieu où la justice avait dû se battre pour retrouver son nom. Elle tapa sa réponse. Toujours. Le travail ne finit jamais, car la justice n'était pas un état de fait, mais une conquête permanente, une vigilance de chaque instant, mener une institution, une personne et une conversation enregistrée à la fois. Au-delà du tribunal, cette histoire nous rappelle que la dignité n'a pas de statut social ni de couleur de peau. Chaque jour, dans nos interactions les plus banales, nous avons le choix, être un mur d'indifférence ou un pont de respect.
Le vrai jugement n'est pas celui des lois, mais celui que nous portons sur les autres dans l'anonymat du quotidien. Le respect est un acte, pas une simple opinion. Si cette histoire de justice et de courage vous a touché, montrez-le nous avec un pouce bleu, cela nous aide énormément. Partagez cette vidéo sur vos réseaux pour diffuser ce message puissant. L'égalité et le respect ne sont pas négociables et sont l'affaire de tous. C'est en partageant ces récits que nous pouvons inspirer le changement. Pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, qui, nous l'espérons, vous feront réfléchir et vous inspireront, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications. Et surtout, la section commentaires est à vous. Dites-nous, avez-vous déjà été témoin ou victime d'une injustice silencieuse, d'un mépris ordinaire? Pensez-vous qu'une telle opération soit nécessaire pour faire bouger les choses? Votre voix et votre expérience comptent. Nous lisons chacun de vos commentaires. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.